L'Indonésie, plus de 3 ans après le tsunami. À 30 km de Surabaya, la deuxième ville du pays, un phénomène catastrophique, connu des géologues, mais d'une ampleur inouïe, du jamais vu. Un volcan de boue visqueuse, nauséabonde. Une gigantesque inondation qui paralyse l'économie et oblige les L'Indonésie, plus de 3 ans après le tsunami. À 30 km de Surabaya, la deuxième ville du pays, un phénomène catastrophique, connu des géologues, mais d'une ampleur inouïe, du jamais vu. Un volcan de boue visqueuse, nauséabonde. Une gigantesque inondation qui paralyse l'économie et oblige les habitants à fuir. Lumpur juga menerjang rel kereta api dan menutup sejumlah akses jalan. Mais comment en est-on arrivé là? Qu'a-t-il bien pu se produire depuis le 29 mai 2006? Retour sur un scénario catastrophe. On est à moins de 20 km de la mer, à Sidoarjo, une ville qui était, il y a à peine 50 ans, un village javanais. L'économie était tournée vers la pêche et l'élevage de poissons et de crevettes. De nos jours, ces bassins s'étendent sur plus de 30 000 hectares. D'autres cultures, comme celle du riz et de la canne à sucre, font également partie du paysage de l'Est de Java. Mais depuis une trentaine d'années, la région a été industrialisée. Elle a profité de la proximité de Surabaya et surtout d'un sous-sol très très riche en gaz naturel et en pétrole. Sidoarjo est devenue peu à peu la grande banlieue de Surabaya. On y dénombre en 2005 environ 1,5 million d'habitants. Ici se concentrent de grands axes de communication, une autoroute, une route nationale et un chemin de fer. La région est également reliée au grand commerce international par l'aéroport et le port de Surabaya. Depuis le 29 mai 2006, un volcan de boue est né à Porong. Il crache environ 5000 mètres cubes de boue par jour et des gaz qui sentent l'œuf pourri. On s'interroge sur les origines du phénomène. Les médias, les unes des JT et la presse parlent de cet événement comme une tragédie nationale. Ils soupçonnent la compagnie pétrolifère Lapindo Brantas d'être responsable de cette éruption. En effet, elle forait dans le secteur. Les ingénieurs cherchaient du gaz et du pétrole dans une couche géologique lorsque la boue a jailli. Or, pas une, mais plusieurs sources d'émissions furent recensées les jours qui suivirent la première éruption. En fait, le 29 mai, à 5 heures du matin, le nez de forage atteignit 2834 mètres lorsque de la vapeur d'eau et des gaz remontèrent à la surface. L'eau chaude s'est mélangée aux couches d'argile. Elle provoque un premier jaillissement de boue
à environ 180 mètres au sud-ouest du puits de sonde. Le 2 juin, une nouvelle éruption fut enregistrée à 150 mètres au nord-est du puits. Puis, le lendemain, une troisième source de boue et de gaz fut localisée à 500 mètres à l'est du forage. Ces éruptions se manifestèrent quelques jours. Aujourd'hui, seule la première source est restée active. Pendant des semaines, la compagnie a nié toute implication dans cet événement. Elle annonce que les rejets ne provenaient pas directement du puits de forage, mais de la fissure située à 180 mètres. Selon leur version, un phénomène naturel serait à l'origine de l'éruption. Le séisme de magnitude 6,3 du 27 mai 2006 à Yogyakarta, qui a fait plus de 6000 victimes. Pour les dirigeants de l'entreprise, ce séisme aurait été suffisamment puissant pour créer des failles en profondeur, favorisant la remontée de la boue. La présence de la compagnie, à proximité de la source, ne serait qu'une pure coïncidence. Cependant, certains géologues indonésiens ne croient pas à cette version. Le puits de forage est situé à plus de 300 km de l'épicentre du séisme, dont la magnitude et les répliques qui suivirent dans la région n'ont pas dépassé 2 sur l'échelle de Richter. D'ailleurs, ils constatèrent qu'il n'y a pas eu d'autres jaillissements de boue consécutifs au tremblement de terre. Apa yang terjadi di Sidoarjo ini memang sudah sering terjadi di mana-mana. Memang itu sebagian besar terjadi di daerah yang tidak banyak penduduknya. Tapi khusus di Sidoarjo ini dia terjadi di daerah yang banyak penduduknya. Ini dikenal di dunia geologi disebut dengan gunung lumpur atau mud volcanoes. Dan dia bisa muncul secara alamiah maupun karena kesalahan manusia. Nah, secara alamiah itu bisa terjadi kalau di situ misalnya ada suatu gempa yang bisa meretakkan tanah sehingga lumpur itu bisa keluar. Gempa yang bisa meretakkan tanah itu minimal 5 atau 6 lah, 6 skala Richter. Jadi kalau di situ dia bisa keluar, bisa juga disebabkan oleh pengeboran. Jadi dia bisa keluar karena pengeboran. Nah, gunung lumpur yang ada di dalam tanah sana itu bisa terjadi karena keberadaan gas, air, sama lumpur yang ada di dalam tanah. En Indonésie, il existe plusieurs sites où la boue et des gaz ont jailli et jaillissent encore. Cette boue proviendrait d'un large bassin qui se serait formé il y a plus de 5 millions d'années à 2700 mètres de profondeur. À Java Centre, en 2 endroits, de la boue jaillit naturellement depuis plus de 500 ans. Lapidobranchus dia mengebor memang mencari lapisan kucing, lapisan yang reservoir kucing. Nah, cuma di sini yang ada sesuatu yang salah karena di sini begitu mengebor sampai ke lapisan kucing, ternyata dia bertekanan besar, tekanannya sangat besar. Nah, karena dia menarik bornya ke atas, tapi dia tidak, ini tekanannya lebih besar, maka dia keluar. Terus dia membelok ke kiri. Jadilah gunung lumpur. Jadi tidak melewati bornya dia. L'activité de forage aurait donc juste accéléré le procédé géologique naturel qui dure depuis des millions d'années, en permettant la libération de la boue à la surface. Comme toujours dans ce cas, il y a des querelles d'experts. En attendant, la boue avance inexorablement. Elle inonde le village de Siring. Les autorités locales, le maire de Sidoarjo, le gouverneur de Java Est accompagné d'experts de l'université de Surabaya et de la compagnie Lapindo, discutent pour coordonner les actions à entreprendre. D'abord, sécuriser le site et protéger les zones les plus menacées.
Contre indemnité, des agriculteurs acceptent de sacrifier 500 hectares de culture. 3 bassins de rétention sont créés. Ces bassins sont censés pouvoir contenir les écoulements de boue pendant 3 mois si le débit reste à 5000 mètres cubes par jour pour la compagnie pétrolière. Selon les géologues de l'université de Surabaya, ces valeurs sont sous-estimées. Pour eux, le volume qui jaillirait serait 5 fois supérieur. Enfin, pour faciliter l'écoulement de la boue vers ces bassins et éviter qu'elle ne sèche, on la remue. Mais ces mesures sont tardives. Bien avant, les habitants avaient commencé à tenter de se protéger avec les moyens du bord. Souvent dérisoires face à l'ampleur du phénomène. Belum punya tempat makan saja. C'est l'exode. Les habitants sont condamnés à fuir dans l'urgence. Mais certains préfèrent lutter contre l'envahisseur en détournant des camions-bennes pour construire des digues. Vous voulez nous laisser mourir? La digue est en train de craquer et personne ne fait rien. Scandale d'État, soupçon sur un forage raté. Lapindo, la compagnie exploitant le pétrole, appartient aux frères d'un ministre en exercice. Fin juin 2006, l'intensité des éruptions augmente, passant de 5000 à 15 000 mètres cubes par jour. L'autoroute Surabaya-Gempol est inondée au kilomètre 38. Après plusieurs semaines de travaux et son rehaussement de 3 mètres, elle est réouverte progressivement à la mi-juillet. Une partie du village de Jatirejo fut même sacrifiée et inondée sous l'ordre du maire de Sidoarjo pour sauvegarder à tout prix cette voie de communication d'une grande valeur économique. Ces opérations sont entièrement financées par la compagnie Lapindo Brantas. Il est vrai que de grosses négligences ont été constatées sur ce forage. Négligence ou plutôt volonté d'économiser quelques centaines de milliers de dollars. C'est une hypothèse que la compagnie indonésienne rejette. Lapindo n'a pas équipé la tige de forage d'un tube de protection en acier, obligatoire dans ce type d'opération. C'est un casing. Ce casing permet d'isoler le conduit afin d'éviter toute remontée de pétrole ou de boue en provenance des couches traversées. De plus, Lapindo a démonté le derrick juste après le début de l'éruption pour ne pas risquer de perdre cet instrument de 2 millions de dollars. Cette manœuvre a accéléré l'émission de boue. Le vice-président indonésien fait ouvrir une enquête criminelle, mais Lapindo doit déjà indemniser les sinistrés. 2 centres de réfugiés sont ouverts depuis le 10 juin. Ils sont majoritairement financés par la multinationale. Le premier centre est situé dans la mairie du village de Reno Kenongo. Il n'accueille que les victimes de la commune. Les femmes et les personnes âgées restent au centre pour s'occuper des enfants, alors que les hommes sont partis à la recherche d'un nouveau travail et d'un nouveau logement. L'autre centre est à Porong, où les locaux du marché sont transformés en habitat provisoire. Ils sont gérés par l'association POSCO et le Croissant Rouge indonésien. Ils suivent sur des cartes la progression de l'inondation. Le marché a été divisé en zones où sont regroupés les réfugiés selon leur village d'origine. Un garage peut contenir 2 familles, soit jusqu'à 15 personnes.
Petit à petit, c'est la naissance d'une ville au marché de Porong où toutes les facilités sont mises à la disposition des sinistrés. L'école est assurée par des enseignants bénévoles venus donner un coup de main et des activités extrascolaires sont aussi organisées. À la fin du mois de juillet 2006, il y a environ 6000 sinistrés de la boue. 4 villages sont touchés et 116 hectares de rizières. L'intensité des éruptions passe à 50 000 mètres cubes par jour de boue. Lapindo et le pouvoir régional sont vite dépassés par les événements. Tout d'abord, ils tentent de boucher le cratère. Action rapidement abandonnée car des géologues indonésiens affirment que l'obstruction du cratère provoquerait un gonflement du sol en profondeur et un risque potentiel d'explosion. Une seconde mesure est entreprise. L'évacuation de la boue en camion jusqu'à la mer. Mais elle est très vite abandonnée, car elle nécessite la réquisition de plus de 150 camions poubelles par jour. Suite à une nouvelle augmentation de débit en août 2006, les bassins de rétention se remplissent à ras-bord en 6 semaines au lieu des 3 mois initialement prévus. Et malgré beaucoup d'efforts, l'autoroute est une nouvelle fois inondée et définitivement perdue. Désormais, la circulation est devenue un véritable enfer sur la route nationale. Pendant ce temps-là, au plus près de la source, une nouvelle digue est construite. Elle est ouverte vers le sud pour permettre l'étalement de la boue. Les digues sont de plus en plus hautes et il faut sans cesse les colmater. Or, il n'y a pas que la boue, il y a le gaz. Lapindo a fait appel à une entreprise spécialisée afin de mesurer les émanations. 3 fois par jour, un homme de l'équipe Fergago est chargé de mesurer le taux de sulfure d'hydrogène. S'il dépasse 40 particules par million, ce gaz devient dangereux pour la santé. Il peut même être mortel. L'étang de boue est devenu un lac ou une mer de boue. Fin août, la crise prend de l'ampleur et la situation devient rapidement ingérable. Le débit passe à 75 000 mètres cubes de boue par jour. 9 000 Indonésiens sont touchés, 5 villages sont sous la boue et 190 hectares de rizières et de canne à sucre. Le chemin de fer et la route nationale sont désormais menacés. Des manifestations sont organisées devant la mairie de Sidoarjo, d'autres sur la route nationale à proximité de la source. Ne pouvant contrôler la situation et ne sachant plus quoi faire, les autorités régionales font appel au gouvernement national au début du mois de septembre. There are 3 activities that I have to conduct in this disaster management. First is to protect the people, and then the second is to try to stop or to reduce the mud flow, and then to manage the mud itself after the mud flow on the surface. First, to stop or to reduce the mud flow, we since the beginning of the mud flow happened on the 29th of May. We tried to conduct a relief well. We had 2 relief wells, relief well 1 and 2, but unfortunately now
those railway fails have been stopped because of the technical problem. Cette méthode consistait, avec l'appui d'experts américains, à faire couler dans ces deux puits une mixture de boue et de ciment. Ce fut un nouvel échec, car les infrastructures ont été inondées en surface à la suite d'une nouvelle rupture de digue. On passe à 126 000 mètres cubes de boue jaillissant par jour. Les installations sont démontées dans l'urgence. C'est seulement le 8 octobre 2006 que le président indonésien visite pour la première fois la zone sinistrée. Il a également rencontré les victimes de la boue et rappelé dans un discours l'obligation de la compagnie à prendre ses responsabilités. Lapindo doit débourser environ 48 milliards de roupias, soit 4,3 millions d'euros. Cette somme doit servir à indemniser les 23 entreprises inondées. On promet aux 700 familles délogées une indemnité correspondant à 2 ans de loyer et à 2 années de récolte de riz. Lapindo propose de racheter les maisons, d'en construire des nouvelles et de trouver du travail aux victimes. En réalité, les aides sont distribuées au compte-gouttes. Tous les dommages n'ont pas été évalués et de nouvelles victimes s'ajoutent au fur et à mesure que la boue avance. À la mi-octobre 2006, les autorités font installer des canalisations et creuser un canal de dérivation pour déverser la boue dans le fleuve Porong, avec l'espoir que tout cela soit évacué vers la mer. Di sini saya sebagai ahli ekotoksikologi, jadi membantu tim nasional untuk mencari solusi mau dikemanakan lumpur tersebut. Kenapa lumpur bisa ditaruh di pantai? Karena karakteristik lumpur itu sendiri sama persis dengan karakteristik sedimen yang ada di pantai. Jadi ya mempercepat pengendapan di sana lah, mempercepat tambah udang. Si ce n'est pas le cas, il est envisagé de créer un marais artificiel dans le détroit où les boues seraient contenues par des barrages flottants. Les Indonésiens s'appuient sur une méthode de poldérisation néerlandaise qui a eu du succès, celle du Slufter de Rotterdam. Elle consiste à assécher une partie du delta pour y entreposer la boue et d'y instaurer ensuite l'écosystème grâce à une mangrove qui y serait plantée. Apakah solusi ini merupakan yang terbaik dari semua pilihan? Ya, ya memang pilihannya memang sangat sulit dan itulah yang paling baik. Di antara yang paling buruk. Makanya perlu sosialisasi. Jadi perlu terus-menerus disosialisasikan bahwa ini adalah solusi yang mungkin kalau tidak dibuang ke laut, dibiarkan di sana malah dampaknya jauh lebih buruk. Mais la boue sèche dans le canal. Elle ne s'écoule pas jusqu'au fleuve. Il faudrait une grosse saison des pluies pour que la boue atteigne la mer, car le débit du fleuve Porong est très faible. En saison sèche, ce canal n'est donc pas opérationnel. La boue se solidifie dans les canalisations. Le ministre de l'Environnement a aussi encouragé les personnes à utiliser cette boue pour faire des briques et des tuiles. Les tests de laboratoire faits à l'université de Surabaya auraient montré que la forme solide de la boue ne serait pas dangereuse pour l'homme. Di sini di Laboratorium Geokimia Organik di ITS, kami mengerjakan analisa geokimia organik. Jadi senyawa-senyawa organik yang berasal dari lumpur yang keluar di Sidoarjo. Kandungan kimia atau yang kami analisa, ya, senyawa organiknya itu
ada hidrokarbon, ada hidrokarbon aromatik. Ya. Tetapi harus diingat bahwa hidrokarbon ini merupakan fosil dari senyawa yang sudah lama tersedimentasi di dalam lumpur. Ya. Jadi nanti ini kami terjemahkan untuk menentukan sumber dari lumpur tersebut. Kalau jumlahnya sedikit tidak, ya, sama dengan bahan bakar, kan tidak toksik, tidak toksik. Pour prouver cette absence de risque pour la santé, une maisonnette de boue de Lapindo a même été construite. Elle est visible à l'université de Surabaya. D'autres experts, ne travaillant pas pour Lapindo, ont des avis plus réservés. Et la population a cessé d'exploiter le gisement de boue au bout d'un mois. Après tant d'échecs, il restait la magie. Plus de 60 sorciers et chamans en tout genre sont venus de toute l'Indonésie. Ils ont répondu à l'appel du maire de Reno Kenongo, un des villages sinistrés qui leur avait promis 8 400 € en cas de réussite. Sacrifices d'animaux, incantations, prières et chants ont été multipliés. Ils n'ont pas été entendus. Résultat, la boue jaillit encore. Jin, setan, demit, iblis, jangan mengganggu. Bumi Reno ini dulunya sejuk. Sering. Mudah-mudahan kembali di hadapan Allah menjadi suci kembali. Dari bumi Pulau Jawa, bumi Nusantara, bumi yang keramat, di mana dulunya adanya Indonesia, yang mendirikan adalah di Jawa Timur, terutama Kerajaan Majapahit dan Début novembre, le débit de boue augmente encore et passe à 150 000 mètres cubes de boue par jour. 25 usines, 15 mosquées et 18 écoles sont englouties. La crise atteint son paroxysme le 22 novembre 2006 lorsqu'un gazoduc de la société d'État Pertamina explose à proximité de la source. 15 personnes sont tuées. C'est la pression de la boue sur le conduit qui a provoqué l'accident, ainsi qu'un affaissement de terrain dans le secteur. Des flammes de plus de 100 mètres de haut et une chaleur dégagée ressentie à 1 km à la ronde. Un géologue avait averti qu'il y avait un risque. La cellule de crise le savait, mais rien n'a été fait pour des raisons économiques. Plus de 250 usines de la région dépendent de cette alimentation en gaz. Une semaine après, un nouveau gazoduc, en principe provisoire, a été mis en place. La colère des sinistrés s'amplifie à cause de ce drame et suite à la publication des tentatives de déresponsabilisation de la compagnie. Merupakan korban luapan lumpur Lapindo, rumahnya yang tergenang itu sekarang hari ini melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut ganti rugi yang sampai sekarang belum jelas. saya pun baru keluar dari rumah sakit, turun menuntut hak kami. Tolong Bapak Aparat bantu kami kepada yang menjaga Lapindo untuk membukanya. Discrètement, les dirigeants de Lapindo cherchent à fuir leurs responsabilités qui ne font pas de doute aux yeux de la population. Depuis le mois de septembre 2006, ils ont essayé de vendre à 2 reprises leur société, mais le gouvernement a posé son veto. Apa perkembangan terakhir dari bulan-bulan sampai saat ini? Sampai saat ini perkembangan terakhir, saya rasa timnas juga tidak mampu untuk menanggulangi luapan lumpur. Apa pendapat Bapak secara pribadi pembuangan lumpur ke laut? Sangat merusak, jelas merusak biota laut, habitat yang ada di laut, baik itu juga merugikan petani tambak dan ikan-ikan yang ada di laut akan ya mungkin walaupun nggak mati tapi juga akan
tersiksa lah istilahnya. Tapi bagaimana pendapat Bapak? Karena menurut ahli katanya itu tidak merusak alam. Itu ngomong kosong itu kalau menurut saya. Soalnya kita tahu bahwa kandungan di dalam lumpur itu sendiri juga minyak kan. Artinya minyak itu kalau bercampur dengan air, Anda tahu sendiri bahwa minyak itu sangat mencemari kalau seandainya masuk ke laut itu sendiri. Belum lagi nanti lumpurnya juga akan istilahnya membuat daratan baru di mana pantai-pantai ini juga akan terdegradasi. Seperti itu. Kenapa ada beberapa yang berbohong masalah ini? Ya, kita tahu kan. Kita juga nggak tahu kenapa sampai ini ada pembohongan publik, tapi kenyataan saya lihat di lapangan seperti ini. Artinya kita tahu bahwa siapa pemilik Lapindo di balik pemilik Lapindo itu siapa? Orang-orang kuat di balik pemerintah. Les conditions de vie au camp de réfugiés se dégradent. Plus de 15 000 personnes s'y entassent. L'autre camp a été fermé car le village a été inondé par la boue au début du mois de décembre. On ne sait que penser de la saison des pluies. D'un côté, on dit qu'elle peut entraîner une augmentation des jaillissements de boue, et on se demande si les digues vont tenir. De l'autre, on espère que la pluie accélérera le transport de la boue vers le cours d'eau et la mer. Yang terjadi kalau pada hujan begini, warga itu sangat takut. Yang ditakutkan itu luberan lumpur panas yang dari Lapindo. Kalau sudah melubur sampai ke perkampungan ini, itu warga itu sangat takut sekali. Yang kita mau kemana? Mau ke pengungsian juga jauh, nggak ngungsi karena gini. Kalau malam ya terasa dingin. Itu saya kira kalau dilempar ke sana ada masalah juga karena luapan Lapindo itu nggak sesuai dengan lebarnya sungai, Pak. Lebarnya sungai itu hanya kira-kira paling 5 meter lebarnya. Padahal luapan Lapindo terus mengalir sehingga sungai itu nggak mampu. Dengan adanya nggak mampu luapan masuk ke pemukiman penduduk. Sekarang kita ke lokasi mencari kerang, letaknya ke arah timur dari kota Sidoarjo, kurang lebih sekitar 20-25 kilo. Arah utaranya Sungai Porong yang ada lumpur panas Lapindo. Jadi karena kita itu dekat dengan Selat Madura, jadi laut kita itu laut dangkal. Laut dangkal, jadi ekosistemnya mudah sangat rentan dengan gangguan-gangguan semacam itu. Sehingga tangkapan teman-teman yang semestinya biasanya 6-8 kuintal, sekarang itu 1 kintal sampai 2 kintal ada, sudah syukur alhamdulillah itu. Sebenarnya kalau ngomong perbedaannya sebenarnya itu nggak kesulitan ya. Pada sebelum kejadian saja kita itu tangkapan kita itu cukup banyak sekali gitu. Sekarang tangkapan kita menurun drastis dan lokasinya juga lebih agak jauh sekali. Kalau dulu kita dari pantai itu cukup dekat, sekarang agak ke tengah gitu. Saya melihatnya ini baru pertama kali kejadian yang semacam ini dalam hidup saya yang sekarang sudah berumur 39 tahun ini. Saya baru melihat kejadian kok perubahannya cukup drastis ketika Habitants et pêcheurs sont inquiets. Il n'y a pas que cela. La mangrove est menacée.
Une arrivée massive de boue modifiera ce milieu très sensible dans lequel la température de l'eau, la salinité et la turbidité sont déterminantes. Plus de 6500 hectares de bassins piscicoles sont directement concernés et 3 fois plus indirectement. Au marché de Sidoarjo, on trouve moins de poissons et de crevettes. Et les poissons sont plus petits. La demande s'effondre. Les prix commencent à chuter. Les Japonais et les Néerlandais ont déjà divisé par 7 leurs importations des fameuses crevettes grises de Sidoarjo. Des pêcheurs se retrouvent 2 fois par semaine chez Ali. Ils essayent de trouver des solutions pour ne pas perdre leur source de revenus. Kita itu sebenarnya kita menolak karena tidak pernah ada yang namanya sosialisasi terhadap masyarakat nelayan bahwa itu akan dibuang ke laut gitu. Itu yang pertama. Terus membuat kanal-kanal itu apakah sudah ada jaminan bahwa itu menyelesaikan masalah? Toh itu tidak menyelesaikan masalah juga karena nggak ada jaminan bahwa ketika lumpur itu dibuang ke laut atau membuat kanal-kanal itu akan menyelesaikan masalah, malah berdampak besar bagi nelayan dan petani tambak. Pendant ce temps-là, la boue continue sa progression. Une nouvelle idée a germé des experts et des autorités nationales. Conseillés par des géologues d'une université de Bandung, ils ont cherché à réduire le jaillissement en obstruant le cratère de grosses boules de béton reliées par des chaînes. Les premières séries de chaînes ont été déposées dans le cratère le 24 février 2007. Les boules ont été larguées au centre du cratère, large de 50 mètres. Mais beaucoup d'experts sont sceptiques. Un mois après, le cône insondable a déjà englouti 400 chaînes, comme de vulgaires comprimés. Le 19 mars 2007, le volcan de boue cesse toute activité. Plus de jaillissement de boue, ni d'émanation de gaz. Les experts et les employés crièrent victoire. 30 minutes après, l'activité du volcan a repris de plus belle. D'autres digues cèdent. La voie ferrée est inondée en avril. Tout comme la route nationale, la Jalan Raya. Le gazoduc de secours a dû être fermé et la boue touche de nouveaux villages. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, d'autres risques apparaissent à proximité de la source. Ce sont des phénomènes de subsidence. Des signes avant-coureurs sont observables sur le terrain. Tout d'abord, des fissures se créent par-delà lesquelles des bulles de gaz peuvent remonter à la surface. Un peu partout, dans un rayon de 3 km, on retrouve ces émanations. Ensuite, l'eau des nappes phréatiques remonte à la surface. Du village de Siring, il ne reste plus que les toits des maisons. La barque est devenue le seul moyen de transport le plus adéquat. Mais ces affaissements peuvent être brusques, de plusieurs centimètres à quelques mètres. Début avril, le sol s'effondre de 10 cm. Un conduit d'eau a explosé sous la route nationale. En moyenne, la terre s'affaisse d'environ 1 cm par jour. Et la ville de Sidoarjo n'est située qu'à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le pont de l'autoroute a dû être démonté car il risquait de s'effondrer sur la route nationale. Au marché de Porong, les réfugiés quittent peu à peu les locaux et sont relogés par Lapindo. Mais pour d'autres, cela fait plus de 8 mois qu'ils patientent. Ils refusent l'aide de la compagnie, jugée insuffisante par rapport au montant des pertes. Les sinistrés de Renokenongo se sont regroupés dans une association baptisée Cash and Carry. Ils se sont déplacés jusqu'à Jakarta pour manifester et espérer rencontrer le président afin qu'il entende leurs revendications. Le président a refusé de les recevoir, mais une délégation gouvernementale a accepté d'écouter leurs requêtes.
kerugian yang sudah kami alami. Kerugian yang kami alami itu tidak hanya kerugian material berupa rumah kami tenggelam dan hilang, tapi kalau itu memang iya. Tetapi ada kerugian lain, yaitu berupa kerugian imaterial yang juga harus diperhitungkan. Oleh karena itu dari awal kami berjuang untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi terhadap aset kami dalam bentuk tunai, cash and carry, tunai 100%. Ils sont restés 2 semaines à Jakarta à dormir dans un parc, en vain. L'affaire Lapindo est devenue un feuilleton à épisodes quotidiens en Indonésie. Les acteurs ont chacun un rôle bien établi. Experts de différents bords, écologistes, entrepreneurs, Lapindo, ministres. Tous les efforts pour stopper les émissions ont échoué. Les techniques employées n'ont pas fonctionné. Il faut dire que jamais un phénomène comme celui-là ne s'était produit dans le monde. Il n'empêche que la catastrophe a été un révélateur de l'état de l'Indonésie d'aujourd'hui. Une demande énergétique considérable pour satisfaire une croissance forte. D'où une politique de forage tous azimuts, sans respect pour l'environnement. Donc, sans appréciation raisonnée des risques. D'ailleurs, la catastrophe a longtemps été sous-estimée par les autorités. À cela s'ajoute la rétention d'informations, le manque de transparence distillé par Lapindo, une puissante entreprise qui a ses entrées au plus haut niveau de l'État. On peut certainement se demander qui contrôle qui. La population est spectatrice. Certes, elle proteste, elle manifeste, mais cela n'est guère relayé. Après des années de dictature, la société civile n'est pas organisée. On se méfie des ONG écologistes. On subit, on s'en remet aux créateurs. Les experts étrangers appelés en consultation sont tout aussi impuissants. Ils mettent en cause l'absence d'anticipation. Ils soulignent l'absence de volonté politique. En attendant, la boue continue de s'écouler. Nul sait jusqu'à quand. À suivre. Dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat kelilingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa